Parlons aujourd'hui de toutes les légions de Space Marine et de toutes leurs élites, tous les Space Marines les plus puissants de chacune des légions, loyalistes et traîtresses. On est tout de suite parti en parlant des Emperor Children, la première légion. En premier lieu, nous avons les Lames Palatines. Fraternité guerrière parmi les meilleurs épéistes de la Légion, les Lames Palatines existaient en dehors des formations rigides de l'ordre militaire des Emperor Children. Il s'agissait d'une société duelliste à laquelle beaucoup aspiraient, et à qui Fulgrim accordait une faveur particulière. À la discrétion des seigneurs de la Légion, les membres des Lames Palatines, avec leur propre commandement, ont également combattu ensemble sur le champ de bataille, servant d'exemple d'excellence, mais aussi de perfection dans tous les domaines de l'art de la guerre, et aussi face à leurs frères de bataille. Ils étaient souvent à la recherche des guerriers ennemis les plus aptes sur le terrain afin de leur prouver leur supériorité. Pour ceux ignorant les Emperor Children, ne connaissant pas très bien cette faction de Space Marine, cette légion, il s'agit de la légion de Space Marine la plus poussée en termes de perfection et d'art et d'excès. Nous arrivons aux cacophonies, ou cacophonistes, aussi appelés les Noise Marines. Peu après la trahison d'Isvan III, une force terrible s'était emparée de la légion des Emperor Children. Et pour beaucoup, la chute avait été rapide et terrible à voir. Des pratiques et des expériences longtemps secrètes et menées avec une extrême prudence furent totalement libérées et fusionnées avec des forces malignes venues de l'au-delà, venues d'une autre dimension. L'un des premiers outils maléfiques à se manifester fut les armes psychosoniques, étranges et expérimentales. Des armes qui allaient être connues sous le nom de cacophonie. Ces armes étaient non seulement ultra puissantes, ultra performantes, mais elles étaient surtout extrêmement imprévisibles. Imaginez des armes qui font un son horrible, qui peuvent vous exploser les tympans et en même temps vous brûler vif. C'est pas très fun. Sur Isvan V, les premières de ces armes ont été lancées par des membres des Emperor Children, évidemment, mais qui avaient déjà commencé à dégénérer et à se mutiler en réponse au cancre du Warp auquel ils avaient été exposés il y a bien longtemps. Et il s'agissait simplement d'une progression de la corruption psychique, mais aussi physique, qui allait s'accélérer à une vitesse effrayante, grâce à l'exposition continue aux effets dévastateurs de leurs armes perverses. Parlons maintenant des légionnaires d'élite des World Eaters. Tous les Space Marines doivent s'entraîner très dur et de manière efficace pour le combat, mais pas que. Alors la question que je vous pose est la suivante. Que boivent les Space Marines? Eh bien les Space Marines boivent du Holy Energy. Car oui, c'est grâce à Holy Energy qui rend le corps bien plus musclé et séduisant, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'empereur. Holy c'est pas une boisson comme les autres, elle est déjà bien moins chère que les sodas du marché, car un pot vous fera économiser beaucoup d'argent. En plus les emballages sont écolos, un pot évite donc d'avoir 50 canettes qui traînent chez vous, dans le frigo ou dans la nature, car c'est mal d'être sale. Et c'est aussi sans sucre et très peu calorique. C'est donc parfait pour perdre du poids ou de maintenir une bonne santé. Grâce à Holy, j'ai d'ailleurs arrêté les sodas et atteint ce corps de Space Marine. Après tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci Holy. En plus, la préparation d'un Holy est très simple. Il suffit d'un shaker, un peu d'eau, un petit glaçon pour maintenir au frais. On mixe. C'est prêt. Sympa! N'oubliez pas que Holy, c'est plusieurs gammes. La gamme Holy Energy qui va vous rebooster grâce à sa New Caf, une nouvelle caféine cristallisée qui fait effet bien plus longtemps. Et donc elle évite le crash post-caféine. Vous retrouverez aussi mes deux goûts préférés, le Raptor et le Piranha. Pour les sportifs, faites comme moi, si vous n'aimez pas les pré-workout, et prenez un Holy Energy pour l'entraînement. C'est bien plus sain, et sans oublier la deuxième gamme, la gamme Holy Hydratation qui est remplie d'électrolytes. Électrolytes, oui, j'oublierai jamais cette blague, je la ferai toujours. Mais il y a aussi la troisième gamme, avec les Ice Tea pour les amoureux du thé, et la nouvelle gamme, bien blanche, bien sauce, la gamme Milkshake. Alors comme je dis toujours, nouvelle année, nouvelle résolution, et il faut s'y tenir tout du long. Alors optez pour Holy et prenez le pack découverte pour découvrir tous les goûts que Holy propose. Dépêchez-vous d'aller en description ou sur le commentaire épinglé pour profiter de ces offres du début d'année, et n'oubliez pas d'utiliser le code Brush Club pour moins 10% et Brush Club 5 pour moins 5 € sur votre première commande. Merci à Holy d'être le plus vieux partenaire qui a permis de lancer mon aventure YouTube, et merci à tous ceux qui me font confiance en passant par le lien. En premier lieu, nous avons les saccageurs. Les escouades de saccageurs étaient des unités d'assaut de choc formées des guerriers les plus sauvages et les plus sanguinaires d'une légion déjà bien connue pour sa fureur au combat. Tous possédaient la psychochirurgie interdite qui les poussait à des niveaux de rage toujours plus élevés. Je le rappelle, on parle des griffes du boucher, aussi appelées les clous du boucher, qui sont des implants qui vont rentrer dans votre crâne et vous rendre complètement fou, allié, et vous envoyer plein de douleurs dans tout votre corps, sauf si vous infligez de la douleur et que vous êtes en colère. Certains ne pouvaient être retenus entre les batailles et étaient simplement connus sous le nom de Kaedere.
ou simplement, encore une fois, de boucher. D'autres ont concentré leur désir de tuerie sauvage par la discipline martiale, maîtrisant une variété d'armes macabres et sauvages inspirées de celles utilisées par les anciens gladiateurs de l'arène d'Angron et découverts dans les mondes sauvages d'où la Légion tirait ses recrues. Pour ceux ne connaissant pas Angron, le primarque des World Eaters, il était un esclave de sa planète et c'est de là que viennent beaucoup des traditions de la Légion des World Eaters. Les Destroyers de la Main Rouge. Au sein de la 12e Légion, ceux qui portaient fièrement la marque de la main sanglante, ou comme certains l'appellent aussi, la marque du boucher, une marque qui se retrouvait sur l'armure, ces légionnaires étaient réunis non par la fraternité ou la camaraderie, mais par la rivalité et l'inimité. Ce symbole tenu en plus haute estime que presque tous les autres honneurs ou accolades portés par les World Eaters, distinguait en réalité ces individus comme ayant fait preuve d'une férocité, que ce soit par le nombre d'ennemis massacrés au combat, ou par la prise de la tête d'un ennemi de rang supérieur en combat singulier. Parmi les compagnies de destroyers de la Légion d'Angron, les guerriers qui portaient cette marque formaient des cohortes connues parmi leurs frères sous le nom d'escouades de la Main Rouge. Et au fur et à mesure que l'hérésie d'Horus se déroulait et se propageait, ces escouades prenaient régulièrement place à l'avant-garde, poussant des cris inhumains de soif de sang afin de prouver qu'elles étaient toujours dignes de porter cet emblème. Je le rappelle, mais les World Eaters sont l'une des légions les plus fous alliés et les plus berserk, qui vont taper dans le tas, mais sans forcément trop réfléchir. Alors imaginez des troupes d'élite de cette légion. Nous arrivons aux légionnaires d'élite des Sons of Horus. Les Ravageurs Catuléens. Évolution des escouades destroyers et d'assaut que l'on trouvait dans l'ordre de bataille des Luna Wolf, l'ancien nom des Sons of Horus, les escouades d'assaut des Ravageurs incarnaient à bien des égards la manière de faire la guerre des, maintenant, Sons of Horus. Largement influencés par les tactiques de la guerre tribale incessante de Ctonia, leur planète d'origine, les Ravageurs sont spécialisés dans les assauts fulgurants qui mutilaient et handicapaient un ennemi, frappant les chefs, abattant sans pitié tous ceux qui étaient faibles ou isolés, et semant la panique et le désordre chez ceux qui restaient. Vicieux mais aussi adaptables, les escouades ravageurs pouvaient se battre aussi bien sur des multiples théâtres de guerre, qu'il s'agisse d'abordages dans le vide, d'assauts de choc sur le champ de bataille, aux raids d'éclairs et aux opérations de ratissage. Chaque ravageur, qu'il s'agisse d'une escouade ou d'une compagnie, était en fait un groupe à part entière, et tous ces guerriers combattaient plus en tant qu'individus que comme soldats régimentaires. Idiosyncrasiques en apparence et en combat, ils s'efforçaient de se faire un nom et une réputation. Parmi eux, les Ravageurs Catuléens étaient les plus tristement célèbres lors des premières batailles de l'hérésie d'Horus, et étaient très actifs à Isvan 3 et 5. Mais il y eut beaucoup d'autres moments pour eux. Au fur et à mesure que la guerre progressait, le modèle des Ravageurs devint plus courant chez les Sons of Horus, déplaçant des formations plus régimentaires au fur et à mesure que de nouvelles unités étaient formées. En conséquence, ils possédaient les meilleures armes, mais aussi le meilleur arsenal que le maître de guerre pouvait leur fournir. Je le rappelle pour ceux ignorants, qui sont les Sons of Horus? Il s'agit de la Légion de Horus, le maître de guerre qui a déclaré et déclenché l'hérésie d'Horus, la grande trahison d'il y a plus de 10 000 ans. Les chefs claniques. Je commencerai avec une petite citation. Les chefs des fils d'Horus avaient gagné leur rang par la loyauté, l'honneur et la violence sanglante. Leur dévouement et leur qualité avaient été mesurés contre d'innombrables ennemis et n'ayant jamais été pris en défaut. Ces champions de la Légion cherchaient souvent les héros les plus vénérés parmi leurs ennemis pour mettre leur courage à l'épreuve, l'âme, contre ce que leur adversaire avait de mieux à offrir. Dans les cultures de gangs tribaux des sous-mondes octoniens, le titre de chef était donné à ceux qui faisaient partie de la coterie de guerriers le plus loyal du seigneur du gang, chacun se voyant confier le commandement d'une des possessions de guerre de gang. Suivant la tradition de leur monde d'origine, les Sons of Horus ont porté ces titres dans la hiérarchie de leur légion, en accordant cet honneur aux officiers subalternes. Dans de rares cas, des bandes de ces chefs étaient appelés à se battre aux côtés de leur suzerain, et il leur était demandé de mettre de côté les devoirs de leur commandant pour l'honneur de sauvegarder un héros de la Légion, mais aussi de porter sa bannière sur le champ de bataille. Les légionnaires d'élite de la Death Guard. Les sentinelles sépulcrales. Utilisé à l'origine comme un nom informel pour les bataillons diversement armés de la compagnie Terminator de la Death Guard, ce terme sentinelle sépulcrale est finalement devenu synonyme, à la fois au sein de la Légion de la Death Guard et au-delà, de Terminator équipés d'armes alchimiques qui étaient propres à cette légion. Car il faut le savoir, mais la Death Guard a une fâcheuse tendance à utiliser beaucoup d'armes biochimiques. Seule parmi les légionnaires Astartes, la Death Guard a fait un usage libre et fréquent d'armes alchimiques telles que l'horreur rampante du Phosphex,
Le gaz Kulgen, inimitablement mortel, mais aussi le fluide Vasgotox, mangeur de chair. Oui, vous avez bien compris. Imaginez un gaz qui est littéralement comme de l'acide et qui vous brûlera, enfin vous savez, bref, qui vous bouffe. Et cette légion a aussi équipé des unités spécialisées d'armures tactiques Dreadnought, donc des armures Terminator. Oui, ça s'appelle des armures tactiques Dreadnought, je sais, c'est assez marrant. Un Dreadnought, c'est ça, et un Terminator, c'est ça. Armure tactique Dreadnought, voilà. Et ces armures étaient modifiées pour les disperser en conséquence. Là où les sentinelles sépulcrales marchaient, elles apportaient une mort lente et laide à tous ceux qui croisaient leur chemin. Et lorsque la Death Guard fut lâchée sur l'Imperium à la suite de la trahison du maître de guerre, des armes qui n'avaient été utilisées auparavant que contre les formes de vie extraterrestres les plus répugnantes mais aussi les plus résistantes, se sont retournées contre l'humanité et le nombre de meurtres commis par les sentinelles sépulcrales a augmenté de monde en monde. Imaginez que toutes ces armes ne sont pas tolérées par la Convention de Genève. Très loin de là, vraiment très très loin de là. L'empoisonneur Mortus, faisant partie de l'arsenal redoutable des vaisseaux empoisonnés de la 14e Légion, il existait un cadre spécialement formé et équipé, connu sous le nom d'empoisonneur Mortus. Ce cadre se trouvait au sein des compagnies de destroyers, manipulant une proportion élevée de munitions chimiques, comme toutes les autres troupes de la Légion, à la différence que là, même pour la Death Guard, eux, ils en avaient beaucoup, car les empoisonneurs Mortus étaient le plus souvent déployés en soutien de troupes plus conventionnelles. À bord des vaisseaux ou dans l'enceinte étroite des complexes des ruches, donc les cités ruches de 40K, leurs armes redoutables constituaient un atout précieux pour dégager toutes les positions défensives, mais les horribles flammes alchimiques qu'ils répandaient étaient le fléau de nombreux champs de bataille à travers toute la galaxie. Imaginez que cette troupe est la troupe parfaite anti-siège. Un petit couloir, un vaisseau à aborder. La troupe de la Death Guard, ici, va vous permettre littéralement de faire fuir tout le monde, ou de les détruire en quelques secondes. Car comprenez bien que ces armes étaient sans aucun doute efficaces contre les ennemis légionnaires. Donc, même des Space Marines pouvaient se faire éclater par cette chose. Enfin, par toutes ces bombes chimiques, etc. Mais une exposition rapprochée à tous ces cocktails concentrés d'agents chimiques et biologiques, qui créaient ces sortes de bombes mortelles ultra performantes, avaient forcément des effets secondaires sur les porteurs qui les utilisaient. Être affecté à une escouade d'empoisonneurs Mortus était essentiellement une condamnation à subir une mort foudroyante et inévitable. En tant que tel, il s'agissait officieusement d'un acte de censure ou de punition, infligé à ceux qui ne parvenaient pas à accomplir ce qui leur a été demandé par leur commandant. Il y avait cependant ceux qui, au sein des empoisonneurs Mortus, embrassaient le rôle avec enthousiasme. Toujours des fous dans chacune des légions, surtout côté traître. Et ces derniers cherchaient à se rapprocher de l'ennemi et à dispenser une mort toxique avec une inquiétante insouciance pour leur propre longévité. Je vais faire une comparaison qui est littéralement, je trouve, la meilleure, les kamikazes. Voilà, kamikazes chimiques. Voilà, si je veux donner des idées à des terroristes... Non. Parlons maintenant des légionnaires des Ironhands. Les immortels de Medusa. Pour les légionnaires des Ironhands qui n'avaient pas respecté les normes rigides mais aussi le sombre code de leur père au combat, donc Ferrus Manus, qu'ils aient goûté à la défaite par les caprices du destin ou qu'ils aient été terrassés par des blessures bien trop terribles à supporter, il restait cependant une voie à suivre si leur propre renommée ou leur propre état de service ne leur permettait pas de continuer sans le mépris de leurs frères. Cette solution était le rang des immortels de Medusa. Alors qu'est-ce que c'est, cette unité? Les immortels étaient le refuge des désespérés de la Légion, offrant une dernière chance de gloire et de rédemption là où la bataille était le plus féroce et le risque de survie, même pour un Space Marine, était très faible. Armés et blindés principalement en tant qu'unité de brèche et disposant d'un haut niveau de reconstruction cybernétique, les immortels ne portaient aucun symbole de leur clan ou de leur légion, à l'exception de sa numération et ou du symbole de la tête de mort noire sur du blanc qui proclamaient leur intention suicidaire. C'était leur lot et leur fierté de se battre et de mourir avec une fureur froide et inébranlable, sans jamais rompre les rangs, marchant sans relâche dans les mâchoires de l'enfer. Une rédemption au goût de fer. Nous arrivons aux légionnaires d'élite des Night Lords. L'escouade de la terreur. Aucune légion de Space Marine n'a autant eu recours à la peur comme arme que les Night Lords. Par leur acte terroriste et sanguinaire, des systèmes stellaires entiers ont été contraints de se soumettre, causant souvent moins de pertes humaines qu'une guerre conventionnelle. La Légion était tellement réputée pour les actes innommables et incomptables et horribles qu'elle a pu commettre, que avant que les Night Lords arrivent sur un monde,
la planète avait déjà capitulé. La Légion de Minuit et de la Tempête a servi également de juge et de bourreau des ténèbres, exécutant les châtiments de l'empereur contre un gouverneur planétaire, contre un culte récidiviste ou contre des rebelles. Leurs crimes ayant été suffisamment graves pour avoir déclenché la colère de l'Imperium à leur égard. Là où ces châtiments étaient élaborés pour être les plus viscéraux et personnels, les escouades de la terreur de la Légion étaient déchaînées. Chasseurs de têtes et tortionnaires, écorcheurs et mutilateurs, dans leur rang se trouvaient les frères des Night Lords les plus froidement impartiaux et les plus sombres dans leur imagination, et où l'art terrifiant du meurtre et du chaos qu'ils perpétraient autrefois était devenu un moyen froidement calculé pour parvenir à leurs fins et leurs fantasmes. Au fil des décennies, les escouades de la terreur étaient devenues un foyer pour les éléments les plus instables, mais aussi les moins subtils de la Légion, dont beaucoup étaient des condamnés à mort, mais qui étaient quand même utilisés tant qu'ils se révélaient utiles à leur primarque, Konrad Curze. Les Raptors de la Nuit. Les Raptors de la Nuit étaient une caste à part entière de la Légion des Night Lords. Pas tant une élite martiale qu'une coterie sanglante de meurtriers, unis ensemble par des tendances similaires et des styles de guerre préférés. En réalité, les Raptors de la Nuit étaient équipés de réacteurs dorsaux et d'une série d'armes de combat rapprochées, qu'ils utilisaient tous pour faire tomber la sauvagerie sans entrave sur la tête de tous les ennemis et de toutes les victimes de cette troupe d'assaut. Là où les Night Lords en tant que légion brandissaient la terreur comme une arme, les Raptors de la Nuit rejetaient toute subtilité au profit des assauts aussi sanglants mais surtout directs, comme la hache du boucher qui fendait la viande. Les Raptors de la Nuit trouvaient une triste joie à s'élever au-dessus du champ de bataille comme des prédateurs hurlant à la recherche des victimes et savourant surtout ce moment de lucidité quand une victime voyait sa mort se refléter dans les yeux de son assassin. Comme beaucoup de membres de l'élite de la Légion, ils ornaient si possible leur armure de trophées macabres, et ils utilisaient des systèmes avancés pour projeter des images de la mort à sa surface. Images qui dépeignaient le destin des innombrables victimes des Raptors de nuit, et ils le faisaient en boucle, tant pour le plaisir de celui qui les portait que pour stupéfier sa cible dans une horreur insensée. Ces troupes étaient littéralement les troupes les plus angoissantes que vous pourriez rencontrer. Les légionnaires d'élite des Salamanders. Les pyroclastes. Les redoutables pyroclastes étaient la fureur ardente incarnée de la Légion des Salamanders. Fuyant les unités de destroyers conventionnelles de la Légion, à l'exception d'un petit cadre retenu pour les opérations de génocide et en raison de la nature souillée et impure des armes qu'ils portaient, Vulcan créa les pyroclastes afin de remplir le rôle de destructeurs, créant pour eux des armes thermiques, incendiaires et avancées, mais surtout extrêmement puissantes dans sa propre conception. Pour les Salamanders, le feu était plus qu'une simple arme. Il avait une fonction et une vérité presque mystique, presque spirituelle, et incarnait à la fois la destruction purificatrice et le potentiel de renaissance, mais aussi de rédemption. Mais pour que le renouveau se produise, ce qui avait précédé devait être effacé, purifié par le feu. C'est ce dernier concept que les pyroclastes incarnaient, et dans la bataille, ils furent implacables et sans remords. Et là où ils se déchaînaient, il ne pouvait y avoir aucune possibilité de pitié ou de répit par le feu. Les sanctificateurs. Les vétérans de la 18e Légion formaient des escouades de sanctificateurs lors des missions de pacification ou de confinement, où ils étaient appelés à rechercher et à éliminer leurs ennemis dans les ruches labyrinthiques des mondes renégats ou à l'intérieur des cavernes de vaisseaux spatiaux. Sur ces champs de bataille, la variété des armes portées par les sanctificateurs permet une flexibilité tactique supérieure à toutes celles des escouades tactiques ou de soutien standard. Et ils sont souvent déployés là où d'autres légions se tournent vers leur compagnie de destroyers. Ils font beaucoup penser aux empoisonneurs Mortus de la Légion de la Deathguard. Mais il faut savoir que les Salamanders, malgré la description qu'on vient de voir, ils sont en réalité très gentils pour des Space Marines. Je tiens à le rappeler, petite anecdote, les Salamanders sacrifieront leur vie pour sauver des êtres humains, car ils trouvent que les Space Marines ne valent pas mieux qu'un être humain. Et toutes les autres légions de Space Marines sont totalement en désaccord. Les légionnaires d'élite des Worldbearers. Gal Vorbak. Le Gal Vorbak s'est construit sur le vestige du chapitre du Serrated Sun de la Légion des Worldbearers, les conquérants du monde primitif de Cadia qui ont regardé dans les profondeurs de l'œil de la terreur lui-même et, ce faisant, ont été changés pour toujours. Leur psyché, infiltrée par des créatures issues des ténèbres du Warp,
Les survivants furent appelés les Galvorbak, que l'on peut traduire en « fils bénis ». Et ce terme Galvorbak vient de la planète Colchis. Et ces derniers possédaient des forces et des capacités bien supérieures à celles de tous les autres Astartes. Il est même dit que chacun des Galvorbak était l'hôte d'une forme d'entité Warp, elle-même soumise au grand schéma tracé par le maître de guerre Horus et les puissances cauchemardesques de l'au-delà. Au combat, cet être en venait à dominer l'esprit et le corps du guerrier. Sa forme déjà puissante se gonflait alors que les mains se transformaient en des griffes déchirées, et des mâchoires poussaient comme des gueules remplies de crocs tordus au-delà de la raison et de la réalité. À Ys-25, le pacte des Worldbearers avec les horreurs de l'au-delà avait été scellé dans un grand rituel de carnage, mais aussi de trahison. Car oui, rappelez-vous que les Worldbearers ont susurré et murmuré, d'où leur nom Worldbearers, les porteurs de mots, la traduction anglaise. Ils ont porté les mots du fanatisme. L'empereur ne voulait pas être un dieu, alors il renia les Worldbearers. Et les Worldbearers, ne pouvant être fanatiques face à leur père presque divin, ils se retournèrent et allèrent trouver d'autres dieux à contempler. Je parle évidemment des dieux du chaos. Le Cercle des Cendres. Servant aux côtés des destroyers de la Légion des Worldbearers, le Cercle des Cendres était une formation spéciale créée dans un seul but: la destruction de la culture, de l'apprentissage et de la foi. Ces Space Marines étaient des iconoclastes chargés au-delà du champ de bataille de traquer les œuvres de la fausse doctrine et ceux qui les propageaient, les vouant tous deux à la destruction et à l'éradication par la flamme. Sur le champ de bataille, leur tâche n'était pas moins importante pour leur légion. Ils cherchaient ce qui donnait à l'ennemi le cœur et le courage de se battre. Ils allaient donc cibler les chefs au charisme puissant, les prêtres, mais aussi les héros et les champions, afin de déstabiliser toutes les unités plus lambda. Ils les repéraient, les traînaient avec les crochets de leur hache et les détruisaient avec une ferveur brutale, en lançant souvent des attaques sans trop réfléchir avec leurs propres troupes, sans penser à aucune manœuvre de survie. Leur but était d'annihiler ce qui ressemblait à un espoir. Monde après monde, le Cercle des Cendres a détruit des bibliothèques et des églises, des parlements, des sépulcres, d'abord pour que la vérité impériale puisse les remplacer, mais ensuite pour que des croyances bien plus sombres puissent prendre racine et prospérer. Les procurateurs de l'ordre des Worldbearers. Bien que les membres de l'ordre des procurateurs, ou les Vornerget comme on les appelait au sein de leur légion, ces derniers partaient à la guerre avec le sigle, le symbole en forme d'hélice de l'Apothecarion, donc les apothicaires, les pharmaciens de 40 000, les médecins Space Marine. Mais il s'avérait que leur effort ne se concentrait pas sur la préservation de la vie, ni sur l'octroi de la mort charitable à ceux qui sont blessés au-delà de toute aide. Au lieu de cela, ils traquaient sur les champs de bataille, cherchaient les morts pour profaner leur corps et récoltaient leurs organes lors de leur dernier soupir. Cette souillure grossière servait à alimenter de sombres rituels d'invocation et de réanimation, faisant apparaître les créatures du Warp et s'imprégnant ainsi que leurs apprentis de la force vitale volée de leurs victimes assassinées. Les organes propres aux légionnaires, notamment les glandes progénoïdes, ce qui fait qu'ils ont un look très similaire entre chaque légionnaire, de leur père génétique, s'avère particulièrement efficace pour faire apparaître les êtres du Warp les plus puissants et les plus agressifs, exerçant un attrait particulier sur les procurateurs. Le Storbezashk était une organisation au sein de la Légion des Space Marines des Iron Warriors durant la Grande Croisade. Et cette organisation regroupait les maîtres de siège d'élite au sein de la Légion. Et ce dernier englobait notamment une très importante troupe d'artillerie. L'organisation était originaire de la cité-état de Lokos, la cité où Perturabo avait grandi sur le monde d'Olympia. Formation spécialisée et particulière au sein de la Légion, le Storbezashk était réputé pour la puissance de ses munitions, mais aussi pour ses compétences en termes de guerre de siège. Les maîtres de la destruction qui le composaient étaient chargés de l'entretien, de la construction, mais aussi de l'utilisation des armes de siège mortelles et des singulières reliques de destruction dans l'arsenal de toute la Légion. Les maîtres de siège du Storbezashk possédaient un arsenal que l'on retrouvait uniquement au sein de l'ordo réducteur du Mechanicum, comme des obus atomiques, des réserves de phosphex et des des réserves de phosphex, mais aussi de rarissimes munitions gravitiques. Donc imaginez toutes les pires armes qu'une légion de Space Marine pouvait avoir, eh bien les Iron Warriors les avaient car c'était les maîtres du siège. Et cette organisation, encore plus.
Le Storm BSH en réalité servait à la fois de force expert pour donc briser un siège, l'anéantir de toutes pièces, mais aussi pour servir de renfort spécialisé pour les grands bataillons de la Légion sur un terrain, peu importe la bataille, ils étaient mine de rien doués pour plus qu'une chose. Et ça c'est important, tous les Space Marines restent doués dans tous les domaines, mais ils seront toujours spécialisés dans une chose en particulier. Par exemple les Ultramarines, eux, ils sont réputés pour être très bons sur Excel et Word. Pas la meilleure qualité. Les Havocs de Fer. Parmi la plupart des légionnaires Astartes, le rôle principal des escouades de soutien lourds était de saturer une zone ou même de cibler les blindés ennemis avec des munitions lourdes, voire même des explosifs. Ils le faisaient en oblitérant l'ennemi par le poids du feu. Les Havocs de Fer de la 4ème Légion, cependant, étaient une formation d'élite qui avait élevé ses tactiques presque au rang artistique. Ces guerriers étaient parmi les meilleurs tireurs d'élite des Iron Warriors, plaçant les bolts mais aussi les explosifs avec une précision extrême alors qu'ils avançaient aux côtés des cadres d'assaut de la Légion. Les Havocs de Fer furent souvent attachés aux éléments principaux de tout assaut, où leur précision leur permettait de purger les fortifications, mais aussi les points forts de l'infanterie ennemie avec une efficacité meurtrière, dégageant ainsi un chemin pour l'infanterie des Iron Warriors afin de balayer tous les survivants qu'il restait durant le siège. Légionnaire d'élite de l'Alpha Légion. La troupe loyaliste, ou traître, on sait pas. On sait toujours pas, en fait. Ça fait quand même 40 ans que Warhammer existe, on sait toujours pas s'ils sont loyaux ou pas, voilà. Je tiens à poser ça là. L'histoire de la Grande Croisade nous apprend que c'est l'Alpha Légion qui a conçu les déploiements des escouades de traques, qui sont une configuration d'unité qui s'est ensuite étendue à d'autres légions au fur et à mesure de l'expansion de la croisade. La Légion ne s'est cependant pas arrêtée aux escouades de traques et avait depuis lors mis en place un nouveau perfectionnement du concept sous la forme d'équipes de chasseurs de tête. Et ces infiltrateurs extrêmement compétents se spécialisaient dans la création des conditions de chaos total dans les rangs de l'ennemi. En gros, c'est des troupes de guérilla, semant la confusion en éliminant les officiers, les postes, mais aussi les cibles clés. Ce faisant, les chasseurs de tête firent basculer une bataille ou une campagne tout entière grâce à de simples missions bien trop rapidement effectuées pour n'importe qui d'autre. Les équipes d'extermination des chasseurs de tête étaient composées des infiltrés et des assassins les plus compétents de l'Alpha Légion, et étaient placés sous le commandement direct d'un commandant supérieur. Ils avaient accès à certains des arsenaux les plus prisés que leur légion pouvait réellement fournir, y compris des munitions bien spéciales, conçues spécialement pour pénétrer les armures énergétiques des Space Marines. Dans les rangs d'une légion déjà réputée pour sa capacité à infiltrer, à tromper, à détourner, à assassiner, eh bien, les équipes de chasseurs de tête étaient presque inégalées, et si leurs actes avaient été connus au-delà de leur légion, ils auraient été craints dans toute la galaxie. Le problème de cette légion, c'est qu'on ne sait réellement pas, en fait, si les choses, les récits, qui d'ailleurs sont rarement précis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? En fait, c'est un truc qui tourne autour de cette légion, c'est pas comme les Dark Angels qui sont très secrets et qui vont eux-mêmes cacher toutes les choses. En fait, c'est que l'Alpha Légion, on ne sait pas. C'est juste ça. On ne sait pas, c'est trop le bordel, ils sont trop doués ces salauds. En premier, nous avons les Zéphrites. Alors, à ne pas confondre avec la frite. Ou quelque chose qui s'effrite, parce que les FF... Bientôt 40 000 abonnés sur cette chaîne, hein. Peut-être temps que je grandisse un peu, je crois, en termes de maturité. Bien qu'elle soit communément classée sous le titre officieux d'escadron furtif et frites, la réalité... Putain, j'ai envie de faire des blagues de merde. La réalité de l'organisation et du rôle de cet échelon d'élite de la 20e Légion est bien plus complexe. Ces escadrons étaient composés d'individus très compétents, sélectionnés pour leur capacité innée en matière de furtivité, de subterfuge, mais aussi de reconnaissance, et qui étaient chargés de missions qui équivaudraient à un suicide pour tout autre légionnaire Space Marine. Les escadrons de perturbation étaient des exemples de ce type d'unité, qui entreprenaient des tâches périlleuses sur le champ de bataille, allant de l'observation rapprochée des commandants ennemis à des frappes perturbatrices sur des machines de guerre vulnérables. Ils étaient souvent infiltrés derrière les lignes ennemies pendant des mois, avec un équipement à peine supérieur à celui que porte un légionnaire, disons, standard. Mais je tiens quand même à préciser une petite chose, toutes les troupes au sein de l'Alpha Légion, en fait, sont extrêmement étranges. Comme je le disais, c'est très dur de savoir ce qui est vrai ou pas. Ça se trouve, ces troupes n'existent pas. Bon, en soi, oui, mais on n'a vraiment aucune confirmation sur d'autres existences
d'unités ultra précises et puissantes sur l'Alpha Légion. Comme je le dis, on ne sait même pas s'ils sont loyalistes ou s'ils sont traîtres. Et je pense que c'est quelque chose qui réellement fait que cette faction, cette légion de Space Marine est autant appréciée. Parce qu'en fait, tout ce qui est dit à leur sujet pourrait être vrai. Mais ça pourrait être faux aussi. Ce qui est cool, je trouve. Les légionnaires d'élite des Imperial Fist. Les Templiers. Et d'ailleurs les Templiers, vous les connaissez très bien, vous allez voir pourquoi. Gardiens du Temple des Serments à bord de la grande forteresse spatiale, le Phalanx, le vaisseau des Imperial Fist, les Templiers étaient l'élite de la 7ème Légion, des guerriers aux ailes inégalées. Une détermination sans faille et une compétence sans égale caractérisaient cette compagnie meurtrière, dont le régime d'entraînement punitif et le protocole de recrutement strict garantissaient que seuls les meilleurs Imperial Fist portaient cette fière héraldique. Bien que leur devoir les liait au Temple des Serments, ces guerriers intrépides se retrouvaient partout où les Imperial Fist propageaient la croisade de l'Empereur pour unifier toute l'humanité sous cette même bannière. Ils portaient le meilleur arsenal que les armuriers de la Légion pouvaient fournir, par exemple de l'archéotechnologie ancienne, ou les dernières créations du Mechanicum et des marques d'armes plus communes, forgées avec une précision extrême. À la pointe du combat, ces guerriers inspiraient leurs frères par leur courage indéfectible et le chemin cramoisi et sanglant qu'ils traçaient à travers tous les ennemis de l'humanité, les gardiens du Phalanx. Sélectionnés parmi les rangs des escouades de brèche des Imperial Fist, les gardiens du Phalanx sont des renforts de compagnie affectés à la défense du vaisseau amiral des Imperial Fist, comme on l'a dit précédemment, le Phalanx, le fameux vaisseau. Armés d'une variété d'armes mortelles à courte portée et gardant un formidable bouclier d'abordage des Legiones Astartes, les gardiens de Phalanx présentaient un mur de céramite à tout agresseur qui entamait un assaut, et contre-attaquaient avec une sinistre détermination une fois l'attaque émoussée. Même dans les rangs des Imperial Fist, les gardiens étaient réputés pour le régime strict sous lequel ils s'entraînaient et servaient, évitant tout devoir autre que leur entraînement, la protection de Phalanx ou la poursuite de la guerre contre les ennemis de l'humanité. Les gardiens affichent peu d'honneur de guerre et ne pratiquent aucun rituel vaniteux pour marquer leur réussite, considérant l'honneur de continuer leur service comme la seule marque de distinction dont ils avaient besoin. Les gardiens furent souvent détachés auprès d'autres compagnies des Imperial Fist, afin de perfectionner leurs compétences, mais aussi de prêter leur puissance à celle de leurs frères sur le champ de bataille de la galaxie. Le plus souvent, ils servaient à bord d'un des navires de guerre de la 7ème Légion, à la fois comme dernière ligne de défense inébranlable contre les abordages ennemis, mais aussi comme coup de marteau à tout assaut d'abordage impérial. En gros, ils étaient parfaits pour attaquer, mais aussi défendre. Les Huskarls. Formés des guerriers les plus capables et les plus résistants qui gravissent les rangs des gardiens du Phalanx, les escouades de Huskarls étaient chargées de protéger les éléments vitaux de la force de combat de la 7ème Légion. Elles agissaient comme un rempart inébranlable dans les actions défensives et fournissaient au plus haut commandement de la Légion un bélier irrésistible avec lequel ouvrir des voies d'attaque. Aussi habiles à opérer sur le champ de bataille ouvert que dans des confins de combat spatial, les Huskarls disposaient des plus beaux exemplaires de la panoplie de guerre en vigueur à bord du Phalanx. La nature singulière de leur devoir martial fait qu'ils portent peu d'attirail cérémoniel ou symbolique. Aucun étendard de combat n'est brandi, et peu de comptes rendus de leur action sont enregistrés. Et la raison est simple, car il n'y a pas de plus grand honneur que de servir comme l'un des prétoriens de Rogaldorn, les légionnaires d'élite de la Ravengard. Les Mordaitan. Informellement connus sous le nom de les Maîtres des Ombres, les Mordaitan étaient un petit groupe d'escouades d'infiltration au sein d'une légion déjà bien connue pour sa compétence presque inégalée dans ce domaine. Sauf quand même par l'Alpha Légion qui, soyons honnêtes, les éclate quand même. Ils étaient cependant bien plus que des spécialistes de l'art de la furtivité, car chaque guerrier était un vétéran de l'insurrection lycaéenne qui a combattu aux côtés de Corax lui-même, leur primarque. Lorsque l'empereur est arrivé sur Lycaeus et que le seigneur Corbeau a appris la vérité sur sa création, certains rebelles ont cherché à rester à ses côtés. Les plus forts des jeunes combattants de la liberté furent jugés dignes d'intégrer les rangs de la 19e Légion, ce qui rappelait constamment les racines de leur primarque. Au début de l'hérésie, les Mordaitan étaient peu nombreux, car ils avaient mené d'innombrables campagnes pendant 8 décennies aux côtés de leur maître, et ils admettaient rarement de nouvelles recrues au sein de leur rang. La plupart de ceux qui restaient étaient des vétérans grisonnants, suprêmement confiants dans leurs capacités. Ils savaient se déplacer en silence, ne pas être vus à travers les ombres, et attaquer comme et où ils le voulaient. Ils utilisaient toute une gamme d'armes et d'équipements spécialisés. Mais certains murmuraient que le Mordaitan possédait une partie de compétences prénaturelles de leur père génétique,
leur fameux primarque Corvus Corax. Ils auraient hérité de sa capacité à marcher sans être vus, même en pleine vue de l'ennemi, et cela aurait été transmis d'une manière ou d'une autre par le processus inconnaissable d'implémentation des souches génétiques, des graines génétiques, de la semence. Oui, j'aime beaucoup utiliser ce mot pour parler des Space Marines, ça me fait juste marrer, c'est bon, arrêtez de me faire chier que ça. Bref, de la gene seed, du génogerme des Space Marines. Les Furies Noires. Les escouades d'assaut de la Furie Noire furent utilisées par la Raven Guard pour mener des frappes de décapitation ciblées sur des chefs ennemis spécifiques et prédéfinis, avec pour toile de fond le carnage de la bataille. Loin des assassins subtils qui frappent sans être vus dans l'ombre, les Furies Noires descendent au beau milieu du champ de bataille. Leur chef d'escouade, connu sous le nom d'élu des tueurs pour de bonnes raisons, engageait la cible, tandis que les guerriers découpaient tous ceux qui se posaient en travers de leur ennemi et de leur cible. Le résultat d'une décapitation réussie était une confusion totale dans les rangs de l'ennemi, et la rupture complète de la chaîne de commandement. Là vous devez quand même vous dire, la Raven Guard c'est littéralement l'Alpha Légion en moins bien, je dois l'admettre, ça c'est un peu le cas, je suis désolé, c'est juste vrai. La seule différence qu'on pourrait vraiment donner à l'Alpha Légion, en fait c'est qu'eux ils sont très discrets, qu'ils sont très secrets, mais que c'est pas quelque chose qu'ils cachent comme je l'ai dit comme les Dark Angels, mais en fait c'est juste qu'ils sont parfaits dans le sabotage, dans les infiltrations, pour retrouver des données simplement, pour tout foutre en l'air, et vraiment saboter simplement. La Raven Guard, ils vont jouer des sabotages, mais d'une manière certes moins furtive, mais par contre beaucoup plus rapide. Ils vont foncer dans le tas, en fait en étant plus rapides aussi, même en étant discrets, mais au bout d'un moment ils vont simplement foncer parce que c'est plus rapide que d'attendre pendant des jours ou des mois. A savoir que les escouades d'assaut de la Furie Noire étaient équipées de griffes éclairs façonnées d'après celles portées par leur primarque Corvus Corax, et les élus des tueurs recevaient des armes et des armures d'artificiers qui faisaient d'eux des adversaires encore plus redoutables. Les escouades étaient souvent déployées depuis les cales des navires de transport spécialisés tels que les Storm Eagle Darkwing ou les Whisper Cutters à châssis ouvert. Et ils le faisaient en sautant depuis de grandes hauteurs pour descendre grâce à leurs rétropropulseurs silencieux de leurs réacteurs dorsaux. Et de cette manière, ils pouvaient directement foncer et arriver sur la cible par surprise et en quelques secondes. Les légionnaires d'élite des Ultramarines. Les suzerains de l'Invictarus. Les suzerains de l'Invictarus existaient en tant que classe distincte des unités de la Légion des Legiones Astartes ultramarines, car ils servaient directement le primarque et les tétrarques. Choisis parmi les rangs, chaque suzerain était un guerrier marqué pour la grandeur future et le haut commandement. Ce sont des suzerains de l'Invictarus, que furent issus de nombreux futurs officiers de la Légion. En remplissant leurs fonctions nombreuses et variées, ils apprenaient non seulement les arts de la guerre, mais aussi ceux de l'ordre, du leadership et de la gouvernance. Les guerriers des suzerains de l'Invictarus étaient des incarnations vivantes du règne de leur primarque. Et ils portaient des armes, mais aussi des armures destinées à illustrer cet idéal. Leur hache énergétique Légatine était des symboles anciens, portés autrefois par les héros des rois de Macragge, les anciens ultramarines. Mais elles étaient plus que des simples signes d'office. Elles étaient utilisées pour rendre justice instantanément à quiconque défierait la volonté de leur primarque. Ils portaient aussi des boucliers pour tenir l'anarchie et le désordre à distance, et une armure resplendissante qui brillait de la lumière de la sagesse, mais aussi de l'autorité de Roboute Guilliman. Au cours des batailles, les suzerains de l'Invictarus exécutaient le jugement de leur souverain sur l'ennemi, abattant les ennemis de l'humanité afin de construire l'avenir brillant dont Ultramar serait le leader. Les escouades Locutarus. Les escouades Locutarus étaient des unités d'élite maintenues en petit nombre par les majorités des chapitres de la Légion des Ultramarines. Ah oui, je tiens quand même à le rappeler. Alors, certes, les légions Space Marines sont maintenant des chapitres. Ils ont été réduits à 1000 personnages, donc 1000 Space Marines dans des chapitres. Mais avant, en fait, il y avait les légions de Space Marines, donc les 18 légions, 9 étaient traites, 9 étaient loyalistes. Et au sein des légions se trouvaient des chapitres. C'est de là que vient le terme chapitre en fait. C'est pour ceux qui ne savaient pas. C'est simplement ce que maintenant on a comme compagnie. Et ces troupes étaient déployées notamment dans des formations d'avant-garde et aussi d'attaque. Chaque guerrier Locutarus avait été sélectionné parmi les escouades d'assaut, ayant prouvé qu'il était le plus compétent, le plus courageux, mais aussi le plus féroce de tous ses frères. Là où les unités d'assaut de nombreuses autres légions étaient connues pour leur sauvagerie, voire leur soif de sang, les Locutarus étaient universellement plus disciplinés et exigeants. Ils pratiquaient les arts du sabre et du pistolet avec précision, leurs frappes étant parfaitement synchronisées et placées de manière à produire un effet maximal. En gros, ils sont tous dans l'optimisation. Lors de batailles rangées, les escouades Locutarus étaient souvent tenues en réserve.
leur commandant attendant le moment idéal pour les engager dans la bataille et, en une seule charge, faire pencher l'issue en faveur des ultramarines. Les Locutarus étaient superbement équipés pour remplir ce rôle. Chacun d'eux portant une épée énergétique forgée par un artisan et servait autant comme marque d'honneur et de courage que comme outil de guerre meurtrier. Les destroyers Némésis. Comme c'était le cas pour les légionnes Astartes au début de la Grande Croisade, la Légion des Ultramarines disposait de chapitres entiers de ce que l'on nomme les destroyers. Chacun équipé d'un armement redoutable que seuls pouvaient être autorisés à utiliser contre les ennemis qui demandaient rien de moins que l'annihilation. Les escouades de destroyers du chapitre Némésis ont joué un rôle déterminant dans la résistance de la Légion à l'assaut des Worldbearers sur Calth. Contrairement à des escouades nombreuses de destroyers, celles du chapitre Némésis avaient l'habitude de conserver une forte proportion de bolters comme armement principal, augmentant ainsi leur flexibilité tactique par l'ajout de munitions spécialisées créées pour causer des destructions si terribles dans les rangs de l'ennemi que la peur brisait l'esprit de ceux qui survivaient. Ceci, combiné à l'habilité prodigieuse et à la discipline inébranlable que caractérisaient les ultramarines, s'avérait inestimable lors du combat contre les forces des traîtres, et en particulier lorsqu'il s'agirait de vaincre les fervents guerriers, comme on l'a dit des Worldbearers, qui ont tenté de défoncer tous les ultramarines. En gros, ils ont fait une petite croisade pour se venger des ultramarines, pour une raison assez sombre. Donc ces Worldbearers, la Légion traître, ont carrément fait des rituels sur les planètes du secteur d'Ultramar. Voilà, donc c'était un petit peu le bordel, je l'admets. Les légionnaires d'élite des Thousand Sons. Les Kenetai. Les Kenetai occultes étaient une secte mystique au sein de l'ordre des Thousand Sons du Chacal, qui était la gardienne des 5 cultes de Prospero, ainsi que de leur reliquaire et protecteur. Liés par un serment et des liens psychiques rituellement forgés, les membres de cette élite étaient tous des initiés aux secrets intérieurs des cultes et des adeptes de leurs techniques, philosophie et art. Les principaux guerriers du Kenetai formaient des cabales d'épéistes, des guerriers sublimes qui avaient aiguisé leur pouvoir psychique pour ne faire qu'un avec leur maîtrise de la lame. Au combat, ils portaient une armure forgée et façonnée par les artificiers aveugles de la Légion en utilisant le feu et la force de leur seul esprit. Que cela les faisait ressembler à un seul guerrier avec plusieurs reflets, plutôt qu'à un réel groupe d'individus. Les Amitara, l'existence même de la secte connue sous le nom d'Amitara occulte, est parfois mise en doute, tant sa réputation de ce groupe était secret et obscure au-delà limite de la Légion. Même dans les rangs des Thousand Sons, on en parlait de façon indirecte, voire même on l'ignorait, comme l'attesteront plus tard les épreuves recueillies dans les ruines de Prospero. Ce que l'Amitara était en fait réellement, c'était l'écrou frappant de l'ordre de la cécité. Il s'agit peut-être de la division la plus cachée et la plus obscure des Thousand Sons, dédiée à la manipulation, à la reconnaissance, et certains prétendaient même à l'espionnage au-delà de la Légion. Les cabales d'intercession de l'Amitara étaient spécialisées dans un autre art sombre de la guerre, celui de l'assassinat, les cabales des numérologues. Couramment déployés avec les éléments de l'arrière de la 15e Légion pendant la Grande Croisade, les numérologues ont souvent servi sur la ligne de front pendant les résidus russes. Pour minimiser les risques, beaucoup sont allés au combat avec des unités protectrices qui ont juré de protéger leur charge coûte que coûte. Au sein de la 15e Légion, la responsabilité de l'entretien de l'armement, des vaisseaux spatiaux et des machines de guerre incombait à l'Ordre de la Ruine, une sous-section de mystiques qui formait un tiers des ordres rouges de la Légion. Les membres de haut rang de l'ordre étaient communément appelés les numérologues. Et, outre leur rôle de tech marine, donc les techniciens littéralement space marine, ils étaient également connus pour leur sens tactique ultra développé. La formulation de la logistique et des plans de bataille était une responsabilité clé des numérologues, qu'ils assumaient d'ailleurs avec ferveur. Il convient de noter la vitesse presque surnaturelle avec laquelle les numérologues pouvaient développer de nouveaux plans pour contrer les mouvements de l'ennemi et se relayer les uns des autres. Les archives existantes indiquent que les groupements tactiques de la 15e Légion contenant des numérologues pouvaient réagir aux changements de plan tactique avec une synchronisation presque surnaturelle, car ils étaient comme liés entre eux, même lorsqu'ils étaient séparés par des centaines de kilomètres, et cela était un phénomène sans doute lié à la pratique des pouvoirs qui finiront par anéantir les Thousand Sons comme nous les connaissions. Les légionnaires d'élite des Space Wolves. Les Deathsworn. Les Deathsworn étaient le cœur sombre de la 6e Légion et de sa malédiction qui devait finalement trouver son chemin dans la transfiguration de la chair, mais bien avant
le premier que l'on nomme Wulfen, qui était la descente dans les profondeurs de la bête, sa souillure prédatrice ayant été trouvée dans l'esprit de ceux qui possédaient le gène des Space Wolves. Comprenez bien que les Wulfen, donc ce gène un peu étrange, transforment les Space Wolves en quasi-loups-garous, et certains d'entre eux sont carrément devenus des Space Wolves traîtres, qui sont alliés avec le chaos, tellement ils pètent un câble. Dans chaque légion, on disait qu'il y avait des individus pour qui les horreurs de tout ce dont ils avaient été témoins, et tous les actes sanglants qu'ils avaient commis au nom de la Grande Croisade, avaient mutilé leur âme et endommagé leur esprit à tel point qu'ils n'étaient plus des hommes, plus même des Space Marines en vérité, mais quelque chose de creux et de meurtrier au-delà de la raison. Dans certaines légions, de telles choses pouvaient passer pratiquement inaperçues, voire même marquer un progrès, tandis que dans d'autres, le cadeau de la paix finale était offert, ou peut-être un statut de paria, comme l'un des soi-disant Moritat, ou une place dans les unités de destroyers, les fous complètement accros à l'annihilation des autres races. Mais chez les Space Wolves, cette pulsion dévorante de tuer et de tuer encore plus était mieux comprise, et les méthodes de Fenris, donc de leur planète d'origine, tenaient la réponse à ces âmes sombres sous la forme du culte de Morkai et de ses ministres, qui veillaient à ce que les mâchoires du loup de la mort puissent en fait festoyer sur les ennemis de l'humanité avec le respect qui leur était dû. Les carnages étaient récompensés, les meurtriers enragés des Space Wolves étaient récompensés. Les guerriers qui rendaient la mort devenaient ce que l'on appelle les Deathsworns, qui rendaient à la mort devenaient ce que l'on appelle les Deathworms. Marqués par leur aume en forme de crâne de loup, ils incarnaient la fin de la mort au sein de la Légion. Et je précise pas la fin en mode y a plus de mort, non, la fin, F-A-I-M, l'envie de vouloir toujours tuer, toujours. Les tueurs gris. Sous la direction de Leman Russ et de leur adhésion à la culture guerrière froide et sauvage de Fenris, qu'elle en était venue à incarner, la Légion des Space Wolves commença à changer, pour devenir un hybride singulier de la manière impitoyable et féroce de combattre de Fenris, et aussi des modèles de doctrine militaire impériale. Cette nouvelle Légion de Space Wolves n'était vraiment le reflet d'aucun de ses sœurs, mais quelque chose de totalement nouveau, et l'utilisation croissante des unités dites de tueurs gris était peut-être l'un des signes extérieurs le plus visible de cette transformation. Alors que les escouades tactiques de style Terran, de moins en moins évidentes dans l'ordre de bataille de la 6ème Légion, étaient des rouages disciplinés d'une machine de guerre complexe, les tueurs gris étaient nouveaux en fait, des simples bandes de guerre individuelles compactes de Space Marine, toutes sauf autonomes sur le terrain. Fluides, sûres d'elles-mêmes et largement exemptes de la dépendance des ordres directs d'en haut, elles étaient presque anarchiques. On attendait d'elles qu'elles relèvent une myriade de défis par elles-mêmes si nécessaire, et surtout qu'elles se rapprochent de l'ennemi selon leurs propres conditions, selon leurs propres règles, à l'inverse total des ultramarines. Leur simple objectif était de traquer et de détruire. Les légionnaires d'élite des Blood Angels. Les Brise-Aubes. Même au sein d'une légion dont les compétences dans l'art de la frappe orbitale et de l'assaut de choc étaient légendaires, les cohortes de Brise-Aubes se distinguaient. Choisies parmi les escouades d'assaut les plus expérimentées et les plus audacieuses de la Légion des Blood Angels, les Brise-Aubes étaient formés et équipés pour agir comme la pointe de lance de toute la Légion Blood Angel. Ils étaient les premiers guerriers à poser le pied sur ces mondes ignorants que la Légion était appelée à sauver. N'ayant pas la polyvalence des unités tactiques ou d'assaut standard, les Brise-Aubes n'avaient en réalité qu'un seul but dans la bataille. Le but qui est le suivant: faire tomber les lignes ennemies et arracher le cœur de leur formation. Armés de lances mais aussi de lames à champ de force, à bord tranchant, peu de guerriers pouvaient résister à un tel assaut d'une légion si douée. La doctrine de combat standard de ces guerriers d'élite mettait l'accent non seulement sur l'excellence martiale, mais aussi sur la nature symbolique de leur rôle. Un rôle qui consistait à apporter la lumière et la justice dans les zones de guerre les plus infernales de tout le jeune Imperium. En effet, le nom commun sous lequel ils furent connus était hérité de leur tactique préférée. Tactique qui était simplement un assaut mis en scène en masse depuis l'orbite, juste au moment où l'aube se levait. D'où le terme brise-aube, ils arrivaient à l'aube. Enfin, après l'aube. Sanguinius, leur primarque, à leur tête, avec des ailes blanches déployées en largeur, fondait sur l'ennemi pour les éclater un par un. Si ce n'est plusieurs à coups de peu importe. De toute façon, il les tape avec son doigt, il les tue tellement il est fort.
Et il y a encore des mondes qui aujourd'hui parlent encore de cette attaque qu'ils ont reçue venant des Blood Angels, de cet événement qui leur est tombé du ciel de l'aube pour les libérer de l'oppression des tyrans et des Xénos. Malgré le fait que certains ont été sauvés grâce à cet acte, cela n'en reste pas moins terrifiant. Les larmes de l'ange. Les larmes de l'ange, qui portaient les rangs et les titres d'Eralim, de masque d'argent mais aussi de main de justice, servaient la 9e légion, à la place des plus communs destroyers des autres légions. Ils ne se rendaient sur le théâtre de guerre que sous le commandement direct de Sanguinius, servant d'agent en ces rares occasions où le grand ange jugeait un ennemi digne seulement d'être anéanti. Armé des armes les mieux adaptées à l'abattage rapide de ceux qui étaient indignes d'une place dans le nouvel impérium lumineux de notre cher empereur, il descendait sur l'ennemi de façon soudaine et inopinée, le visage dissimulé dans les masques de mort en argent de leur ordre et les serments de leur vengeance sur les lèvres. Comme pour tous les autres ordres du premier cercle des Blood Angels, les larmes de l'ange abandonnaient leur nom et leur identité pour la durée de leur service, prenant ainsi l'un des noms rituels qui les identifiait comme un véritable agent de la mort, un héros de la destruction et un tueur sans remords. Ces signes rituels provenaient des enseignements de Sanguinius lui-même, et ne devaient leur origine ni à Terra, ni à Baal, la planète d'origine des Blood Angels. Car non, cela était un produit de sa propre sagesse. Il servait à isoler ces guerriers de la mort qu'ils provoquaient, car lorsqu'un membre de l'Erelim mettait de côté son masque et retournait dans les rangs de la Légion sous son ancien nom, il ne gardait aucune trace du massacre et de la destruction causée par l'Erelim dont il portait l'identité. Les paladins pourpres. Les paladins pourpres étaient les gardiens des halls du Primarque. Lorsque ces guerriers se rendaient sur le terrain, vêtus de l'armure reliquaire de l'ordre et revêtus des noms des immortels, ils servaient de rempart contre l'ennemi et de bouclier pour les fils de Sanguinius. Ils formaient l'encre indéfectible sur laquelle tournait l'hoste pourpre. Ils étaient un seul bastion inébranlable de lame et de bouclier de puissance. Par leur sacrifice et leur détermination indomptable, les Blood Angels pouvaient donner libre cours à la noble fureur de leur légion. Connus également dans le cadre du dogme obscur de la 9e légion sous le nom de Kéruvim, ou même de Vent des Tempêtes, les paladins pourpres étaient l'un des ordres de guerriers du premier cercle. Comme les autres ordres du premier cercle, ils abandonnaient leur nom et leur rang pour assumer une identité et un rôle qui englobait tout le sens du moi, et ne leur laissaient que le devoir singulier qui leur était assigné. Un tel sacrifice, fait au nom du grand ange et pour les biens de leurs frères, renforçait la détermination de ces guerriers, au point même qu'aucune menace ou mauvais sort ne pouvait les détourner de leur but. Il était communément admis au sein de la Légion qu'aucun guerrier portant l'armure d'un paladin ne pouvait jamais faire un pas en arrière alors que la 9e Légion portait des armes dans un juste combat. Les légionnaires d'élite des White Scars. Les Keshik d'or. Parmi les plus prestigieuses des principales unités de combat des White Scars, on trouve leurs motojets d'assaut lourd, souvent appelés collectivement les Keshik d'or. Ces cavaliers très compétents servaient de briseurs de lignes et d'unités d'assaut par excellence, et ils étaient souvent là où d'autres légions préféraient déployer des blindés lourds ou des unités de Terminator massives. Agissant comme le fer de lance de ce que les légionnaires de Kogoris, donc la planète natale des White Scars, et ce fer de lance, eux, ils l'appelaient un Tsao, une attaque perçante au cœur de l'ennemi adaptée des tribus de chevaux du monde natal du Khan, le Primarque, Jagatai Khan des White Scars. Le Keshik d'or encerclait l'ennemi à des vitesses et des directions apparemment aléatoires, en tout cas pour l'ennemi mais pas pour eux, avant de concentrer leur élan en une seule frappe au centre d'une formation ennemie. De telles frappes servaient généralement à perturber la ligne de front de l'avance ennemie et à semer la confusion dans les rangs. L'application du Tsao a vu le Keshik d'or désigné sur différents mondes comme le fantôme de la tempête ou le dompteur de bêtes du ciel. Ce dernier étant particulièrement courant sur les mondes mis en conformité et moins avancés technologiquement pendant la Grande Croisade. La manœuvrabilité du Keshik d'or lui donnait les moyens d'attirer l'ennemi dans les positions de faiblesse ou de le forcer à se diriger vers des champs de bataille ouverts, dans lesquels aucune couverture n'était disponible pour les sauver de l'assaut furieux de la Légion des White Scars. Les griffes du faucon. Tirant des coups de feu avant l'avancée principale des White Scars, les griffes du faucon servaient d'éclaireurs, d'assassins, mais aussi de busards à longue portée. Avant de rejoindre la bataille, ils tentaient de marquer les points d'assaut clés, de détruire les routes de ravitaillement et d'éliminer les principaux commandants. Après la bataille, ils poursuivaient et massacraient l'ennemi qui battait en retraite.
Souvent prise parmi les recrues qui avaient choisi la noble poursuite de la chasse, et en particulier celles qui avaient montré une aptitude exceptionnelle à la traque et à la chasse, les griffes du faucon excellaient à lire le champ de bataille et à déterminer d'où l'ennemi était susceptible de lancer son attaque, ou dans quelle direction il allait monter sa défense, voire où il allait se replier. En gros, c'était des troupes littéralement là pour analyser mais aussi saboter. Les griffes du faucon furent hautement qualifiées non seulement comme éclaireurs, mais aussi comme embusqueurs capables de poser des pièges mortels contre les ennemis. Capables de prédire les mouvements de l'adversaire avec une précision remarquable en utilisant la topographie d'une planète, ces guerriers étaient capables de donner des informations au commandant de la Légion sur le plan d'attaque de l'ennemi alors même que ce dernier n'était même pas exécuté, et ainsi de coordonner la mise en place d'embuscades pour décapiter la formation ennemie avant qu'elle ne prenne de l'élan. En harcelant l'avance de l'ennemi à partir de sa ligne arrière, les griffes du faucon conduisaient efficacement l'antagoniste vers un champ de bataille plus avantageux pour les autres forces des White Scars. Ce qui permet d'assurer la victoire contre ceux qui voulaient voir les nobles disciples du primarque des White Scars, Jaghatai Khan, totalement anéantis. Mais je le rappelle, ils sont l'une, si ce n'est la légion la plus noble, je le dirais, en tout cas sur le côté spirituel, et des plus équilibrés, étonnamment. Ouais, je crois que c'est parce qu'ils sont autant spirituels. Honnêtement, une légion sous-cotée. Les sombres fils de la mort. Et pas les sombres fils de pute. On l'a vu, Lorsque leur ennemi était tombé si loin de la lumière de l'humanité que l'espoir d'une conformité impériale était perdu, ou qu'une souche xéno-répugnante se dressait devant eux et ne pouvait être autorisée à exister, les White Scars faisaient appel au Careo Glanlar pour défaire tous les ennemis qui survivaient encore, mais qui ne devaient pas rester sur la planète. Et les sombres fils de la mort, un surnom utilisé par ceux qui n'étaient pas d'origine kogorienne, ont été déployés comme une mesure finale et irrévocable. En conséquence, les libérer était une décision que peu de commandants prenaient à la légère. De manière générale, là où la 5ème Légion était un respect et une révérence pour la vie et la mort d'un guerrier ennemi, ce groupe, ce Careo Glanlar, donc ça c'est le nom que les White Scars utilisaient, ne cherchait pas seulement à détruire l'ennemi physiquement, mais aussi par le biais de rites kogoriens, donc spirituellement. Ce lien avec la mort totale et globale rendait mal à l'aise leurs frères de bataille, et à ce titre, leur armure était souvent marquée de verrous de bannissement et ornée de talismans de purification pour éloigner les esprits des ténèbres qui suivaient leur passage. On pourrait imaginer ces troupes comme de simples mages, ou plutôt des chamans de certaines tribus, alors peut-être pas qui sont proches des tribus mongoles, mais plutôt qui sont proches par exemple des tribus indiennes, donc amérindiennes, qui croient énormément en la vie après la mort et en la réincarnation, mais surtout aux esprits, les légionnaires d'élite des Dark Angels. Le cercle intérieur des chevaliers cénobites. La Légion des Dark Angels accueillait une multitude d'ordres chiffrés, des chambres militantes dissimulées dans la panoplie de la Légion et dédiées à la préservation et au perfectionnement d'une doctrine de guerre singulière. Au sein de chacun de ces ordres, les guerriers adeptes les plus dévoués étaient chargés du rôle de cénobites et se voyaient accorder le droit de porter le chiffre et le charge de l'ordre. Entre autres, pour combattre au premier rang des batailles qui requéraient les compétences durement acquises au sein de chacune de ces cellules secrètes. Ils étaient non seulement les gardiens, bon, les gardiens avec un nom de merde, je veux dire cénobites, enfin, sans déconner, ils auraient pu trouver un peu mieux pour nous les francophones, mais passons. Ces Terminators, entre autres, avaient non seulement une classe chevaleresque incroyable, mais croyez-moi quand je dis que vous voudrez pas vous retrouver en face de ces mecs. Personne ne voudrait. Non seulement un Space Marine c'est fort, mais un Space Marine de la première Légion en armure Terminator, ça rigole pas du tout. Je tiens quand même à rappeler que les Dark Angels sont très fiers d'être la première Légion, mais ils ont de quoi l'être. Ils ont littéralement été ce qu'on sont devenus en fait les Space Wolves par la suite. Ils ont été les mecs envoyés pour faire le sale boulot de l'Empereur. Et beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais ils ne connaissent simplement pas le lore, en tout cas à ce niveau-là. Mais les Dark Angels ont été les premiers mecs qui ont été envoyés pour faire le sale boulot de l'Empereur, tellement que certains des trucs qu'ils ont fait ont été effacés des surfaces des archives. Tellement c'est sombre ce qu'ils ont fait. Ils ont probablement anéanti des humains juste parce que nique ta mère. Les compagnons de la Deathwing. Les meilleurs guerriers et les vétérans les plus anciens au sein de la Deathwing formaient les rangs des compagnons. Chacun de ces détachements avait prêté les serments les plus stricts pour assurer la survie des officiers placés sous leur responsabilité. Les plus célèbres de ces compagnons étaient ceux ayant pris un coup mortel destiné à leur charge, mais ayant tout de même survécu.
Ces guerriers avaient le droit de porter une armure blanche comme l'os, en reconnaissance de leur dévouement à la Légion. Je tiens quand même à rappeler qu'au départ, les Dark Angel avaient une armure noire, c'est pour ça que du coup ça choque s'ils avaient une armure dite comme couleur os, mais par la suite, la Deathwing standard allait avoir une armure blanche os. Donc c'est pour ça, je sais que les débutants ne comprennent pas toujours le côté des héraldiques et des couleurs, c'est un petit peu dur à comprendre. Moi quand j'ai commencé Warhammer et que je voyais les Dark Angel d'un coup en noir et d'un coup en vert, j'étais en mode mais putain, pourquoi ils sont en noir, pourquoi ils sont en vert? C'est compliqué. La cabale Enigmatus de la Firewing. La Firewing, en plus de ce nom extrêmement stylé, existait pour mener un style de guerre rapide et silencieux, pour étouffer la capacité de résistance de l'ennemi, lui voler sa volonté de se battre par des frappes de précision, et aussi obtenir des renseignements clés qui pouvaient être utilisés par d'autres forces. Les Enigmati étaient les principaux praticiens de ce style de guerre, opérant en petites unités d'élite pour éliminer les chefs de l'ennemi, perturber leur ligne d'avance et désorganiser leurs plans. Armés et équipés des meilleures armes et équipements disponibles, ils représentaient une menace mortelle pour ceux que le Lion, le primarque des Dark Angel, jugeait suffisamment dangereux pour mériter leur attention. Les Interruptors de la Dreadwing. Même parmi les frères de l'infâme Dreadwing, les Interruptors étaient des êtres sinistres, dévoués dans leur objectif unique. Un objectif qui était le simple anéantissement total de leur ennemi. Lorsque les Interruptors attaquaient, ils ne laissaient derrière eux aucune trace de ceux qu'ils conquéraient. Il ne restait pas de corps, pas de ruines, absolument rien. C'était simplement des nettoyeurs. Ils n'emportaient pas de trophées de leur victoire et ne racontaient pas les histoires de ceux qui étaient tombés avant eux. Ceux qui étaient morts de leurs mains étaient simplement oubliés à jamais. Ils étaient l'ultime sanction du lion, sa dernière malédiction pour ceux qui étaient assez fous pour s'opposer à la Première Légion. L'ordre de la Griffe Brisée. Parmi les ordres du cercle intérieur de la Première Légion, celui de la Griffe Brisée était celui qui comptait le moins d'adhérents, mais pas par insignificance. Ils étaient les seuls responsables de la compilation du récit des batailles menées contre les redoutables Rangdan. Pour ceux ignorant ce qu'était cet événement contre les Rangdan, donc cette race xéno de merde dégueulasse, très forte, qui a d'ailleurs failli détruire l'Imperium, je tiens à le rappeler. On en fera une vidéo, d'ailleurs, abonnez-vous pour ne pas la rater. C'est littéralement l'une des races aliens les plus puissantes, qui a vraiment détruit des centaines de milliers de Space Marines. Si ce n'est plus. Je me rappelle plus du chiffre, mais je sais que c'est titanesque. Pour faire simple, oubliez jamais ces mecs. Vraiment, on en parlera en vidéo, mais ils sont forts. Et lorsque les événements de l'hérésie d'Horus se sont produits, les devoirs de l'ordre de la Griffe Brisée ont été étendus, avec des petits groupes gardant les coffres de stase contenant des reliques et des armes acquises auprès des ennemis vaincus de la Première Légion. Chaque chevalier faisait le serment d'empêcher ces artefacts de tomber entre les mains de ceux qui s'opposaient à l'Imperium, et ce n'est qu'à la mort du gardien que ce lien sacré serait rompu. Ils étaient le dernier rempart qui protégeait les armes les plus puissantes que les Dark Angel possédaient, des armes démoniaques que eux-mêmes possédaient. Oui, les Dark Angel possédaient des armes démoniaques qu'ils ont utilisées pour détruire des planètes. Je rigolais pas, hein, mais ça aussi ça mérite une vidéo. Encore sur la vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire F les Space Marines, et merci à tous ceux qui sont abonnés, à qui commentent et qui like aussi pour aider pour l'algorithme, aussi qui passent par les liens en description, par Oli Energy, par les partenaires. Merci à tous et merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas et surtout n'oubliez pas d'utiliser les codes de réduction pour économiser de l'argent. Prenez soin de vous, de votre santé, et à très bientôt. J'ai beaucoup de choses à vous annoncer prochainement pour l'Empereur.